Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans Avocat, votre nouveau rendez-vous Tandem. Alors dans Avocat, nous vous proposons de traiter chaque mois de cas pratiques du droit israélien avec tout d'abord notre expert local, Maître Greg Weitz, et des spécialistes qui viendront nous éclairer chacun dans son domaine d'expertise sur des problèmes juridiques auxquels nous pouvons tous être confrontés au quotidien. Je suis donc très heureuse de partager ce plateau avec Maître Greg Weitz. Bonjour Greg. Bonjour Galit. Comment vas-tu? Très très bien, merci. Alors Greg, aujourd'hui pour cette première émission, on va parler héritage et succession. Dis-nous tout. Tout à fait. Ben, écoute, c'est un sujet qui est toujours un petit peu tabou, c'est un sujet qui est toujours un petit peu délicat à traiter, mais en fait qui est très important et vaut mieux le traiter de son vivant qu'après, oui, bien évidemment. Et on va essayer de se concentrer un petit peu sur la manière dont l'héritage et les successions est traité en Israël. Je suppose que tu te rappelles peut-être du cas Johnny Hallyday. Bien sûr, cas récent où ces deux enfants ont soudainement découvert qu'ils n'avaient plus rien. Et ça, c'est en fait c'est dû à un changement de loi qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps au niveau de l'Union européenne qui permet en fait à une personne de choisir le droit applicable sur sa succession. Et donc, alors Johnny Hallyday, on rappelle très vite parce que c'est l'exemple pratique que tu as décidé de prendre. Donc Johnny Hallyday décède, il a deux enfants biologiques, David et Laura, qui sont déjà adultes, et avec Laetitia, sa femme, donc son épouse au moment de son décès, il a adopté deux petites filles. Et donc, Laura et David, au moment de la succession, ont découvert qu'ils avaient été déshérités. Tout à fait. Et en creusant un petit peu et en essayant de comprendre comment ça s'est passé, ils ont découvert qu'en fait, Johnny, dans son testament, a décidé d'appliquer le droit américain qui permet de déshériter des enfants, contrairement au droit français qui était le droit applicable à David donc, et Laura. En France, on n'a pas le droit, par exemple, de déshériter ses enfants. Aux États-Unis, on a le droit de choisir qui on veut comme héritier. Tout comme en Israël. Ah voilà. Et donc, je voulais te demander, donc en Israël, comment ça se passe? C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en Israël aussi, le droit testamentaire permet à un testateur d'écrire ce qu'il veut. Mais littéralement ce qu'il veut, à quelques petites exceptions près. Bien évidemment, il ne peut pas ordonner un meurtre ou il ne peut pas faire des choses dans son testament, dire que l'argent va servir à des choses qui ne sont pas morales ou immorales. Ouais. Mais de manière générale, oui, c'est beaucoup plus facile en Israël de faire ce qu'on veut avec son patrimoine après son décès, bien évidemment. D'accord. Et donc, le cas qu'il y a eu un petit peu avec Johnny, c'est en fait un grand changement, un grand chamboulement qu'il y a eu dans le monde juridique au niveau des successions et des testaments, et qui permet aujourd'hui à une personne de choisir, s'il a une petite relation avec un pays, que le droit de ce pays s'appliquera sur sa succession. Ça a fait beaucoup de changements parce que ça a permis aux gens un petit peu de jouer avec leur patrimoine, de jouer un petit peu au niveau fiscal, des fois au niveau civil, de dire voilà, je préfère un enfant à un autre, etc., etc. Et Israël, donc, la France et Israël, de par les conventions, etc., appliquent mutuellement ce principe. Alors ça, c'est intéressant parce que ça concerne effectivement de nombreux franco-israéliens ou belgo-israéliens que nous sommes. Nous avons, nos parents peuvent avoir fait leur alia, c'est-à-dire avoir la nationalité israélienne, décéder par exemple en Israël, être résident, mais avoir un patrimoine en France. Donc finalement, ils ont aussi la double nationalité. Donc à ce moment-là, c'est quel droit ça... On va reprendre un petit peu. En fait, donc en Israël, le principe est simple. S'il n'y a pas de testament et que la personne qui décède est résidente israélienne, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est le droit de succession normal qui va s'appliquer. C'est-à-dire quoi? La loi dit c'est 50% pour l'épouse et 50% pour les enfants à parts égales. C'est relativement simple, on va dire. Il y a toujours des petits cas, des petites exceptions qui apparaissent. Par exemple, que se passe-t-il quand on a un homme et une femme qui sont ensemble mais qui ne sont pas mariés? La loi prévoit ça aussi. Elle dit qu'il y a un concubinage sous le même toit. À ce moment-là, même s'il n'y a pas de mariage formel, l'époux, le conjoint ou la conjointe peut hériter. Même s'il y a des enfants, par exemple, d'un précédent mariage. Alors ça, c'est... Oui, donc à ce moment-là, ça sera par exemple 50% pour le conjoint actuel et 50% pour les enfants de cette même personne, issus d'un mariage précédent. Exactement, tout à fait. D'accord. Il y a eu des petits cas qui se sont posés, par exemple, que se passe-t-il pour des couples homosexuels, donc, et le tribunal a décidé, c'est pas une jurisprudence, parce que c'est pas arrivé jusque-là,
mais un tribunal régional de Nazareth a décidé qu'un couple homosexuel, par exemple, qui vivait 40 ans ensemble sous le même toit, eh ben, avait les mêmes droits aux privilèges qu'un couple hétérosexuel. Bien sûr. Ça, c'est la version simple, on va dire, c'est la version la plus facile. Mais il est préférable toujours de faire un testament. Pourquoi? Parce que c'est plus clair, c'est plus pratique, c'est plus facilement applicable. Comment on fait un testament en Israël? Voilà, c'est ça. Alors, on a 4 options. Première option, c'est faire un testament devant 2 témoins, tout simplement, des témoins qui ne sont pas des bénéficiaires selon le testament. D'accord. Donc, je prends 2 amis, je regardais, j'ai écrit ça, je leur lis, je signe devant eux, je note leur nom, et ils attestent qu'ils ont bien, effectivement... Ça a valeur juridique. Ça a une valeur juridique. Deuxième option, c'est de faire ça devant un notaire. Et là, pas besoin d'autres témoins que le notaire. Troisième option, c'est de faire ça à la main. C'est-à-dire toute seule, voilà, j'écris mon testament, je voudrais que ci, que ça. Je le mets dans un tiroir et ils le découvriront à ma mort. Exactement, c'est très, très sympathique, très hollywoodesque. Mais voilà. Et quatrième option, ça c'est encore plus dramatique, c'est sur son lit de mort. C'est-à-dire quelqu'un qui est à l'hôpital en train de mourir ou quelqu'un qui est en train de... Juste exprimer la chose. Juste exprimer la chose oralement. C'est le seul cas d'ailleurs où c'est reconnu oralement. Mais si, par exemple, il exprime quelque chose oralement sur son lit de mort, contraire à quelque chose qu'il a écrit précédemment. Ce sera ce qui a marqué, enfin ce qu'il a dit sur son lit de mort qui sera appliqué. D'accord. Enfin, après, ça dépend. Est-ce qu'il était conscient, il n'était pas conscient, etc. Devant qui atteste exactement. De ça? L'infirmière qui annonce qu'elle hérite. On a eu un cas quand on était à l'école de droit qui disait que c'est quelqu'un qui était carrément, qui s'est fait renverser, je crois, ou qui s'est tiré dessus. Et juste avant, il disait viens, je veux que tu lègues tout à... Et donc c'était très intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'on a le droit ça en Israël? Techniquement, on a le droit. De manière pratique, ce sera compliqué à appliquer, mais techniquement, on a le droit. On a le droit de désigner comme bénéficiaire qui on veut, tout à fait. Et de déshériter de facto son enfant biologique. Totalement. On a le droit vraiment, on n'est pas obligé de léguer à ses enfants. Tout à fait. Contrairement à la France. Contrairement à d'autres pays en Europe. Et donc, ça permet effectivement une certaine souplesse pour le testateur. Donc, une fois qu'il a choisi la manière, son modus operandi de comment faire le testament, la deuxième option qu'il y a et qui est très importante en ce qui concerne, je pense, une partie des téléspectateurs, c'est quelqu'un qui a une double nationalité, pas spécialement qui habite dans un pays ou dans un autre. Par exemple, moi, je suis encore belge. J'ai le droit aujourd'hui de faire un testament en Israël et de dire que le droit belge s'applique. Alors, j'ai plus aucune relation avec la Belgique depuis des années. Mais on peut décider... Mais j'ai le droit, parce que je détiens un passeport belge, de choisir le droit belge qui s'appliquerait. Alors, généralement, le droit belge, je ne le connais pas, mais je suppose qu'il est moins souple que le droit israélien. Et donc, beaucoup de gens choisissent aujourd'hui dans un testament de dire, voilà, je veux que le droit israélien s'applique. Et donc, dans la pratique, après le décès, même si cette personne a laissé des biens immobiliers mobiliers dans un pays étranger à Israël, ce sera le droit israélien qui devra s'appliquer dans ce pays-là. Donc c'est vraiment un chamboulement, c'est vraiment quelque chose de très important et ça permet effectivement à beaucoup de personnes de choisir un petit peu comment est-ce qu'ils veulent répartir de manière... Alors, cas pratique, est-ce que M. Cohen décide de tout léguer à son chien et ses 2 chats? Est-ce que la fille de M. Cohen peut s'opposer? Et de quelle manière est-ce qu'on s'oppose en Israël au testament? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs options pour s'opposer à un testament. La première option, c'est si, par exemple, le testateur n'était pas saint d'esprit le jour où il a fait son testament. Alors, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on ne sait pas? C'est toujours très délicat, parce que si toi, tu vas devant deux copains à toi qui vont dire tu fais ton testament et tu lègues toi ton chat, a priori, Galit, elle a l'air saine d'esprit. Mais si ça se trouve, tu étais dans une crise de démence à ce moment-là et ils ne peuvent pas le savoir. Donc ça, c'est une première question qui est un petit peu délicate. Après, arrive l'âge. Donc quand une personne arrive à un certain âge, généralement, les avocats vont demander une attestation d'un gériatre ou d'un médecin, comme quoi la personne est tout à fait capable et apte à comprendre ce qu'elle dit. Mais donc la première cause, c'est de dire, voilà, la personne n'a pas été apte psychologiquement ou juridiquement parlant à écrire ce qu'elle a écrit. La deuxième chose est une influence, on va dire, je n'ai pas le bon terme exact, pas illégal, mais c'est une sorte d'influence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu vas amener ta copine qui va écrire que tout va à Galit, mais tu vas un petit peu la pousser, ta copine, parce que toi, tu
tu l'aides un petit peu au jour le jour, elle est seule, et puis elle n'a pas d'avocat, tu vas l'amener chez ton avocat, toi, et tu vas dire, écoute, tu vas te faire un testament, peut-être c'est bien pour moi. Prouver qu'elle est sous influence. Une influence quelconque, ah oui, à ce moment-là, effectivement, on peut prétendre à annuler le testament en disant c'était une mauvaise influence, c'était pas une influence raisonnable, je veux dire, c'est quelqu'un qui était... mais ça, c'est quand même difficile à prouver post-mortem. Exact, c'est très difficile à prouver. Parce que quand une personne est encore vivante et que les enfants constate qu'elle est sous l'influence, je ne sais pas, de sa métapélette, de sa femme de ménage ou de sa meilleure amie, on peut encore essayer de le prouver, mais post-mortem... c'est pour ça aussi que très peu sont au nombre de cas où un testament est annulé pour ce genre de cause. Parce que c'est effectivement, comme tu dis, et très intelligemment, c'est très compliqué. Des autres arguments, c'est il y a des vices dans le testament. Le notaire n'a par exemple pas écrit les choses qu'il fallait écrire, s'est trompé dans des formulations, des choses comme ça. Ça peut effectivement être une raison pour annuler un testament. Mais ça, ce sont les trois grands cas d'annulation de testament, mais c'est difficile. C'est vraiment rare. À partir du moment où quelqu'un fait un testament, la plupart du temps, il va être respecté parce qu'un juge, effectivement, aura du mal à essayer de comprendre la volonté du défunt parce qu'il est mort. Donc voilà. Et comment ça se passe en Israël en termes de droit de succession? Par exemple, voilà, j'hérite d'un appartement. Tout à fait. C'est aussi une très bonne question. En Israël, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de droit de succession. Donc c'est un réel avantage. Magnifique. Attention, quand on parlait du droit applicable, ça ne veut pas dire au niveau fiscal que quelqu'un peut dire alors j'applique le droit israélien, donc il n'y a pas de droit de succession sur ma fiscalité dans le monde entier. C'est pas comme ça que ça se passe. En Israël, il n'y a pas de droit de succession. C'est-à-dire que quelqu'un qui est résident israélien et décède, il va léguer ça à son fils résident israélien. Le legs se fait tout à fait gratuitement. Mais un bien israélien. Un bien en France aussi? Alors ça dépend. Voilà. Un bien en France, non, parce que si les règles en France sont beaucoup plus strictes, par exemple, je ne suis pas avocat en France, mais si le défunt ou si l'héritier ou si le bien se trouve en France, alors de toute façon, il y a un impôt successoral, peu importe. Mais bon, après, ça se joue. Par exemple, une personne qui a plusieurs enfants dans plusieurs pays du monde, il va essayer de dire très bien, je vais choisir le droit israélien et l'appartement qui est en Israël, je vais donner à l'israélien. L'appartement que j'ai en Angleterre, je vais donner à l'enfant qui habite en Angleterre. Et de telle manière, un petit peu éviter un mélange et un mix entre les enfants dans divers pays, adapter un petit peu le patrimoine à l'enfant qui se trouve dans tel ou tel pays. Et c'est ça vraiment effectivement l'intérêt de... C'est un peu un jeu d'échecs qu'il faut un petit peu... qu'il faut un petit peu appliquer, mais c'est effectivement très très intéressant et c'est quelque chose qui est généralement qui permet si c'est bien prévu, à faire des économies, à éviter des conflits et le choix du droit israélien peut effectivement permettre beaucoup de souplesse dans ce genre de cas. Alors, en France, on l'a dit, on ne peut pas déshériter un enfant. En Israël, c'est possible. Est-ce que, par exemple, une fratrie, un frère et une sœur, ou par exemple, la sœur a coupé tout contact avec ses parents, les parents décèdent, le frère hérite de tout, est-ce que là, la sœur peut prétendre à quelque chose? S'il y a un testament qui dit que tout va au frère... Rien. Et s'il n'y a pas de testament écrit? Alors, on revient... Au premier cas, en l'absence de testament, on regarde où était la dernière résidence du défunt. Si c'est Israël, à ce moment-là, ce sera 50% pour la conjointe et 50% pour les enfants à part égale. Pour tous les enfants, même s'il n'y a pas de contact. Même s'il n'y a pas eu de contact depuis 15 ans, elle aura... Exactement. Et à ce moment-là, est-ce que l'autre enfant peut contester ça? Non, à moins de venir prouver qu'il y avait un testament. Oui. Mais bien sûr. Il n'y en a pas à ce moment-là. Bien sûr. Effectivement, il y a beaucoup de jeux comme ça. On a eu plusieurs cas qu'on connaît, qu'on a traités, qu'on connaît, ou qui sont relativement, on va dire, intéressants. En Israël, par exemple, pour appliquer un testament, il faut que le testament soit le testament original. Donc, c'est-à-dire que techniquement parlant, quand quelqu'un vient décéder et que l'héritier vient dire « Voilà, moi j'ai le testament du défunt, je voudrais le déposer ». Sur mon téléphone, j'ai une photo. Impossible. D'accord. Donc, il faut effectivement le testament papier et le déposer auprès du greffier des successions en Israël. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de testament papier? Il faut expliquer pourquoi. Alors, généralement, des fois, c'est parce que le testament officiel se trouve chez un notaire dans un autre pays. Ou des choses comme ça. C'est des raisons qui sont valables et qui sont reconnues. Par contre, quand il n'y a pas une raison valable, alors il y a un grand point d'interrogation qui se pose et on se dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas le testament original?
Et on a eu un cas comme ça où effectivement il y avait une dame qui était un petit peu sous l'emprise de son fils. Et elle a, du vivant, le fils on va dire, a profité beaucoup du patrimoine de sa mère. Et la maman avait un certain âge, il n'a pas réussi à tout s'approprier, on va dire. Et la maman avait fait un testament en disant que voilà, bah, ce qui me reste, ce qu'elle n'a pas encore pu transférer au fils, je donne ça à mon fils, en délaissant la fille. D'accord. Sauf que le fils, le jour où il a voulu appliquer le testament, ben, il n'avait pas l'original. Donc le tribunal a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il ne savait pas l'expliquer. Oui, j'ai déménagé, je ne le trouve pas, je ne le trouve pas ci, je ne trouve pas ça. La partie adverse, qu'est-ce qu'elle a prétendu? Elle a dit, non, mais c'est normal qu'il ne le trouve pas parce que la mère, elle l'a déchiré. Quand elle a compris que son fils était tellement de mauvaise influence et qu'elle était sous l'emprise de son fils, ben, sa seule manière à elle de pouvoir... du moins c'est ce qu'ils ont prétendu. Sa seule manière à elle de pouvoir exprimer son refus était de déchirer ce testament. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas... Ça a été reconnu. C'est la version qui a été acceptée par le tribunal. Exactement. Et de ce fait, le tribunal a décidé et a convenu qu'il n'y avait pas de testament. Et donc, quand il n'y a pas de testament, on retourne à l'option A, c'est 50-50 entre les enfants. Et donc, elle avait quand même réussi à récupérer une petite part du patrimoine de sa maman. C'était la moindre des choses dans son cas à elle. Mais voilà, c'était d'où l'importance d'avoir effectivement un testament original ou de pouvoir expliquer où est l'original. Mais surtout, d'où l'importance, même si on l'écrit tout seul dans sa salle de bain un soir de déprime, de le déposer chez un notaire. Alors, exactement. En Israël, il n'y a pas une obligation de déposer ça chez un notaire. C'est-à-dire qu'une personne peut choisir de déposer de son vivant un testament auprès du greffier des successions et ce sera enregistré. Okay. Alors, les plus, c'est quoi? C'est qu'en cas de décès, ben, on est sûr que c'est le dernier testament. Le moins, c'est quoi? C'est que s'il veut le changer ou s'il veut bouger, il doit se déplacer physiquement au greffier. Et ben, c'est pas toujours intéressant, c'est pas toujours faisable, c'est pas toujours... Donc c'est pas la meilleure des options qui existent. Mais effectivement, comme tu dis, quand tu vas le déposer chez quelqu'un d'externe, on sait qu'il existe et on sait qu'il est là. Donc ça, c'était un cas qui était assez intéressant. Donc très important de toujours conserver bien le testament en original. Dans la mesure où on sait qu'il existe. Parce dans la mesure où on sait qu'il existe, effectivement. Ça peut être c'est toujours très délicat ce genre de choses parce que effectivement, un enfant, moi je me vois mal aller voir mes parents et leur dire tu serais gentil, tu pourras écrire tes dernières volontés parce qu'on va pas, voilà. Mais c'est toujours délicat. C'est un sujet délicat, c'est un sujet donc. Un conseil pratique que tu pourrais donner à nos téléspectateurs pour éviter justement, voilà, chacun, on va tous malheureusement mourir un jour. Tout à fait. Bah, bon, je vais me vendre la profession, mais en fin de compte, il y a certaines choses... Tu es là pour ça. Je suis là pour ça. Il y a certaines choses qui doivent être faites chez des professionnels, il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas des coûts généralement très exorbitants, ce genre de procédure. Et quand quelqu'un, même si quelqu'un n'a pas spécialement un patrimoine, on va dire, international, uniquement un patrimoine national, mais qui veut s'assurer que, par exemple, les enfants ne se disputent pas entre eux. Parce que, imagine-toi que quelqu'un a un appartement, par exemple, a plusieurs enfants. Il y a un enfant peut-être qui a des problèmes d'argent, d'autres qui n'en a pas. Il y a beaucoup de réflexions à faire autour de la manière dont on peut protéger les enfants ensuite. En fin de compte, les parents, la plupart du temps, toute leur vie, ils travaillent pour protéger leurs enfants. Ils veulent certainement pas que les enfants ensuite se déchirent pour de l'argent. Donc, il y a vraiment une réflexion à se faire de la telle manière à ce que quelqu'un qui a fait un testament de la meilleure manière qui soit, déjà l'établisse après réflexion et après conseil, et puis de manière tout à fait même claire et transparente, s'il le veut, en parle à ses enfants, il dit ça c'est ce qu'on a décidé, et ça c'est ce qui va se passer. Au plus tôt on le fait, au mieux c'est. Au plus tard on le fait, au plus tard on est soumis à des pressions, à des situations médicales, à des situations qui peuvent être un petit peu tendues au niveau de la famille. Donc moi vraiment, mon conseil c'est que tant qu'on est bien, tant que ça se passe bien, ben, enfin un testament, ça reste dans un tiroir. On n'en parle plus. Un testament, ça peut se changer jusqu'à 120 ans, à tout moment. Donc, il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, c'est de le faire comme ça. Dernière petite chose qui est importante à savoir aussi, c'est en Israël, il y a un principe qui s'appelle un testament mutuel, qui permet aussi justement à un mari et une femme de joindre leurs désirs ensemble et de protéger l'un l'autre. C'est-à-dire que tout va... Le testament mutuel vient dire quoi? Tout va au dernier des vivants.
Et puis, ça va aux enfants à part égale, ou ça va à un enfant, enfin, peu importe ce que le couple a décidé. Après la mort du dernier vivant, exactement. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le désir du couple est conservé, et le conjoint qui reste en vie, même s'il est soumis à des pressions, il subit des pressions d'un enfant ou d'un autre, etc., c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Et la seule manière de changer ce testament, c'est de revenir alors comme s'il n'y avait pas de testament. Et à ce moment-là, c'est pas toujours intéressant pour la personne qui veut un petit peu jouer avec les ficelles dans ce cas-là. Mais voilà, mon conseil vraiment, aujourd'hui, on est dans un monde global avec beaucoup de gens qui ont des fois des petits comptes là-bas, qui ont des patrimoines un peu à droite à gauche, des enfants qui sont à droite à gauche. Ça se réfléchit, ça se fait intelligemment. Et le droit israélien, sur ce coup-là, il permet beaucoup de souplesse. Et donc, il faut l'utiliser. Voilà, Greg, merci beaucoup. On est un petit peu plus intelligent maintenant qu'au début de cette émission. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve très vite sur Tandem TV pour un nouveau numéro d'Avocat avec Greg, toujours, et un autre expert. Et puis voilà, on vous apportera de nouveaux sujets. Alors par contre, si vous avez des questions pratiques sur tout ce qui concerne vos déboires juridiques au quotidien, eh bien, vous pouvez nous poser vos questions sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. En attendant, on vous souhaite une excellente année 5784 et on vous dit à très vite sur Tandem TV. Merci.